Donc on va entamer le dernier chapitre de mécanique quantique qui est la résolution de l'équation de Schrödinger pour une particule à une dimension soumise à un potentiel continu par morceau. Et on va commencer avec l'exemple du puits quantique infini. Alors avant ça, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu au dernier cours pour qu'on résume un petit peu l'essentiel. Donc on a vu qu'une particule quantique, premier postulat de la mécanique quantique, pouvait être décrite par une fonction d'onde. Si on la choisit à une dimension, elle dépend donc de x et de t, et donc elle vérifie l'équation de Schrödinger. Donc vous devez la connaître par cœur, l'équation de Schrödinger, sans vous tromper de signe. Donc IH bar d psi sur dt est égal à moins h bar carré sur 2m psi de x, d de psi de x sur dx2 plus v de x et de t psi de x et de t. Et on peut la rappeler pour mémoire, donc ça c'est à une dimension. On peut la rappeler pour mémoire en 3 dimensions. Donc il suffit de remplacer, donc cette fois-ci elle dépendra de 3 variables. Donc ce qu'on note parfois simplement R, ce qui permet de choisir comme on veut le système de coordonnées. Donc moins h bar carré sur 2m laplacien de psi. Donc là il faut avoir le laplacien dans le bon système de coordonnées. Donc plus v de R. On va prendre un potentiel stationnaire, V de R fois psi de R et de T. Donc voilà l'équation de Schrödinger en 3D. C'est elle qu'on va être amené, alors c'est plutôt en une dimension, c'est ça qu'on va être amené à résoudre en prenant un potentiel continu par morceau. Et donc le premier exemple qu'on va prendre, c'est le modèle du puits infini. Donc ça veut dire qu'on a en fait une particule quantique de masse m qui est piégé entre 0 et A et qui donc ne peut pas sortir de ce puits. Et on va chercher des solutions de l'équation de Schrödinger pour ça avec ce qu'on appelle donc un état stationnaire. Alors on va rappeler l'essentiel de ce qu'est un état stationnaire. Donc ne dites pas onde stationnaire, mais dites bien état stationnaire. Ça veut dire que la fonction d'onde peut se factoriser dans les complexes. J'insiste, je ne mettrai pas toujours la barre sur la fonction d'onde, mais c'est toujours dans les complexes comme une fonction de l'espace et du temps. Donc on a fait la séparation des variables que je ne refais pas ici. Vous prenez la fonction d'onde, vous la réinjectez dans l'équation de Schrödinger et donc vous trouvez phi de x exponentielle moins IET sur h bar. Donc je vous rappelle que le signe moins ici, il sort finalement de la résolution de l'équation de Schrödinger, mais on n'a pas le choix de la convention, contrairement à la physique classique. Vous pouvez mettre plus ou moins I oméga t. Vous retrouvez d'ailleurs ici la relation de Planck-Einstein, E sur h bar égale oméga. Et donc la partie spatiale, ici phi de x et de t, vérifie une équation différentielle qui sera toujours la même, c'est toujours celle-là qu'on sera amené à résoudre. Donc phi seconde de x, donc il faut savoir la retrouver rapidement, plus donc 2m sur h bar carré facteur de e moins v0. Je vais mettre moins v0 puisqu'on travaille avec un potentiel continu par morceau. Phi de x est égal à 0. Donc voilà finalement, une fois qu'on a défini ce qu'était un état stationnaire, finalement à chaque fois, on n'aura que la partie spatiale à résoudre et on aura donc cette équation à résoudre. Alors avant peut-être qu'on s'attaque au puits quantique, donc là vous voyez dans le puits quantique le potentiel est nul. Je vous rappelle aussi que potentiel en mécanique quantique c'est énergie potentielle, donc c'est homogène à une énergie. On va peut-être rappeler finalement les outils qui vont nous être utiles dans la résolution de tous ces cas particuliers de potentiel constant par morceau où on va mettre en évidence donc des effets typiques de la mécanique quantique, des choses qu'on ne voit pas en physique classique. Alors, il y a toujours 2 cas pour résoudre cette équation à coefficient constant du second degré. Donc là, à ce stade de l'année, je pense que vous maîtrisez tout ça parfaitement. Donc, ou bien E moins V0 est positif, donc le niveau d'énergie est au-dessus du potentiel, on va voir que ce sera le cas ici. Alors, l'équation caractéristique, est-ce que je l'écris? Allez, je vais l'écrire. C'est un peu bébête, mais ça vaut le coup quand même. Donc, égale 0.
l'équation caractéristique. Donc vous aurez R carré égale donc un réel négatif. Et donc R est égal à plus ou moins I racine de 2m sur h bar carré E moins V0. Autrement dit, vous aurez des solutions type, entre guillemets, vous n'êtes pas obligé de refaire ça à chaque fois évidemment, c'est un petit rappel, mais pour vous rappeler d'où ça vient. Donc type oscillateur harmonique, on va rarement, alors on aura le choix de la famille de solutions. Vous verrez que, donc on appelle ça souvent plus ou moins I petit k. Donc on aura des solutions de la forme, si ça vaut le coup quand même de l'écrire, parce que vous verrez que parfois, voilà, on va revenir à des ondes avec des exponentielles complexes. Vous verrez que ça dépendra du contexte en fait. Quand on aura des états liés dans des puits de potentiel comme on va avoir ici, on va plutôt partir sur les cosinus et les sinus. Mais quand on aura des états de diffusion, on choisira plutôt des ondes, des fonctions d'onde de ce type. Alors, on pourrait aussi l'écrire donc B sinus kx plus, alors on va changer plutôt le nom des constantes, plus D cosinus kx. Donc, suivant les contextes, de toute façon, à la fin, si vous appliquez correctement les conditions limites dont on va parler tout de suite, vous allez retomber finalement sur la même fonction, bien évidemment, mais partir tout de suite sur le bon type de solution suivant le contexte, ça peut vous faire gagner du temps. Donc, si vous êtes plutôt dans ce qu'on appellera des états de diffusion, hein, on va voir ça un petit peu plus tard, eh bien, on choisira plutôt ça. Et quand on aura des états liés dans des puits, on choisira plutôt directement des fonctions réelles. A priori, les constantes ici étant complexes, hein, et on verra que très souvent, quand on choisit les fonctions réelles, les constantes peuvent être aussi réelles. Donc, voilà la situation quand on aura une équation, dites bien type oscillateur harmonique, parce que la variable d'intégration, ce n'est pas le temps, dites pas c'est l'équation de l'oscillateur harmonique, parce que la variable, c'est l'espace et non pas le temps. Alors ça, c'est donc un premier type de solution. Et puis, alors on va rencontrer aussi très fréquemment, et ça va donner lieu justement à des effets quantiques particuliers, avec des ondes dites évanescentes, donc quand le niveau d'énergie est plus petit que le niveau du potentiel. Alors à ce moment-là, je réécris quand même l'équation caractéristique pour être sûr que tout le monde voit bien d'où ça vient. Donc c'est la même évidemment, sauf que je vais l'écrire donc 2m sur h bar carré, je vais changer le signe ici de la parenthèse, donc V0 moins E. V0 moins E étant positif, les racines de l'équation caractéristique sont réelles. Et généralement, donc, on les appelle plus ou moins grand K, hein, ce sont des notations assez utilisées. Donc avec grand K est égal à racine carrée de 2m sur h bar carré, facteur de V0 moins E. Faites toujours bien attention quand vous écrivez une racine, de bien mettre un truc positif. Oui ? Pourquoi est-ce que le potentiel est indépendant de x ? Ça, c'est un choix. Hein. On verra par exemple avec l'oscillateur harmonique, on aura un potentiel qui dépend de x, mais là c'est un choix. C'est le programme qui dit continue par morceau parce que c'est plus simple à résoudre. Tu vois que du coup tu as des équations différentielles linéaires à coefficient constant. Donc voilà pourquoi, par souci de simplicité, on choisit des potentiels continus par morceau, donc qui ne dépendent pas de x. Alors les solutions, là aussi vous aurez deux familles de solutions hein, qu'il faudra savoir écrire très rapidement. Généralement on choisira plutôt les exponentielles. Donc, ce sont des exponentielles réelles, mais on pourra aussi choisir CH et SH. Alors ça, ce sera, là aussi, vous verrez, on aura l'occasion de le faire aujourd'hui avec le puits fini. C'est quand on cherche plutôt des solutions avec des propriétés de parité ou d'imparité. Donc voilà les deux grandes catégories de solutions. Je ne fais pas le cas pathologique E égale V0. Hein, à ce moment-là, vous avez phi seconde de x égale 0, phi de x égale ax plus b, mais ça, dans la pratique, ça ne se rencontre jamais. Donc, on prend le cas soit strictement supérieur, soit strictement inférieur. Donc, voilà, ce petit tableau-là, voilà, ça paraît rien, mais je vous assure que pour gagner énormément de temps dans les calculs, c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà, mais qu'il faut connaître vraiment sur le bout des doigts, écrire très rapidement. Vous pourrez, hein, vous ne serez pas obligé de refaire tout ça, vous pourrez passer directement de l'équation différentielle aux solutions et judicieusement les choisir. On va voir un petit peu, suivant les situations, comment les choisir. Alors, premier exemple qui va jouer un rôle très important pour la suite, donc le puits
infini. Donc, on a une particule quantique qui est astreinte à rester entre 0 et A et qui ne peut pas sortir parce que l'énergie potentielle a des barrières infinies. Évidemment, ça n'existe jamais vraiment, hein. On va voir tout à l'heure le modèle du puits fini. Alors, on peut se dire dans quelle situation physique est-ce qu'on rencontre ce puits infini? Eh bien, c'est par exemple un modèle, on va faire ça cet après-midi en TD. Voilà le modèle d'une molécule avec beaucoup de délocalisation. Vous voyez qu'il y a beaucoup de doubles liaisons conjuguées, là, une chaîne avec P motifs de ce genre. Donc il y a un chimiste, un physicien qui a proposé de considérer que les électrons qui sont délocalisés le long de cette chaîne carbonée étaient dans un potentiel infini, donc ne pouvaient pas sortir. Et donc, on verra cet après-midi comment finalement on va remplir les niveaux d'énergie, un peu comme quand on remplit, vous savez, quand on construit la classification périodique, on remplit les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène petit à petit avec le principe d'exclusion. Eh bien, on va faire exactement pareil. Donc, pour ça, il faut déterminer les niveaux d'énergie du puits quantique, du puits infini. Et donc, parce que les électrons donc, sont peut-être délocalisés le long de la chaîne, mais ils ne peuvent pas sortir donc, de cette chaîne. Donc voilà un exemple concret où on pourrait se dire, tiens, voilà le modèle, ce n'est pas le seul, hein, mais voilà pour citer un exemple. Alors, avant de faire les calculs, on va peut-être regarder la petite vidéo que j'ai faite d'animation, que j'avais déjà mis en ligne l'année dernière, mais je n'avais pas fait tous les calculs. Donc là, on va regarder finalement le but de tout ce qu'on va faire, le but de tous les calculs, et quand on aura vu le but, eh ben, on va se lancer dans la résolution de l'équation de Schrödinger. D'accord? Donc on va regarder ça ensemble. C'est parti. Elle ne dure pas longtemps, elle doit durer 2 minutes, 3 minutes. Mais là, vous avez le résumé de tout ce qu'on va voir. Ok, donc voilà l'essentiel de ce qu'on va démontrer. Donc ce qu'on va démontrer, c'est que les niveaux d'énergie que la particule peut adopter dans le puits sont quantifiés, c'est-à-dire qu'ils sont discrets. On va les calculer explicitement, on va voir qu'ils ne sont pas équidistants. Et on va calculer également les fonctions d'onde et on va interpréter ça donc, en termes de densité de probabilité de présence. Donc ça va être, ça va être assez intéressant. Alors, donc j'ai représenté ici le puits infini entre 0 et A. On cherche à l'équation de Schrödinger à une dimension des solutions en état stationnaire. Donc produit de phi de x exponentielle, donc le terme temporel c'est toujours le même. Donc l'équation spatiale V0 est nulle, hein, puisqu'on a choisi la référence de potentiel nulle ici, donc dans le puits. Donc c'est ce qu'on appelle en fait l'équation de la particule libre, hein, puisque vous voyez que finalement V0 est nul. Donc voilà comment on l'appelle. Mais on va avoir des conditions aux limites. Alors comme d'habitude, on ne confond pas conditions aux limites et conditions initiales. Il faut insister sur ces conditions limites. Donc la particule, par hypothèse, ne peut pas sortir du puits. Ça veut dire que sa fonction d'onde sera choisie nulle en dehors du puits. Et donc par continuité, la fonction d'onde doit s'annuler. Donc exactement comme une corde de Meld qui a un nœud, vous voyez, à ses deux extrémités. Eh bien, donc, ça, ce sera à vous de l'imposer, personne ne va vous le dire. Donc, phi de 0 égale phi de A est égal à 0. Et ça va se résoudre exactement, on va retrouver les mêmes fonctions que les modes propres de la corde de Meld. J'insiste aussi sur un autre point, c'est que quand la barrière est infinie, il n'y a pas de condition à imposer sur la dérivée de la fonction phi. Vous voyez que ça, c'est une équation du second ordre. Donc, a priori, pour trouver les deux constantes d'intégration, il y en aura toujours deux, comme on vient de l'écrire. Normalement, il faudrait, généralement, on prend des conditions sur la fonction et éventuellement sur sa dérivée. Quoique là, vous voyez, on a déjà deux conditions, hein, donc on n'a pas besoin de plus. Mais, notez-le ça bien, quand la barrière est infinie, il n'y a pas de condition sur la dérivée. Alors, très simple, vous allez voir, ça c'est vraiment pas compliqué et il y a beaucoup de physique à en tirer. On va tout de suite adopter les bonnes notations. Donc à chaque fois que vous avez ces groupements-là, vous avez vu, on les note K carré. Pourquoi? C'est parce qu'on va écrire l'équation de Schrödinger sous une forme agréable. Ne le notez pas oméga carré, hein, parce qu'oméga carré, ça fait oscillateur harmonique avec une fonction du temps. Là, c'est une fonction de x, donc vous le notez tout de suite K carré.
Et donc, on a cette équation. Alors, si je le note k carré, oui, j'ai déjà préjugé du signe de l'énergie. Alors, on va peut-être prendre une étape supplémentaire. On va la noter C, pour l'instant, cette constante. Hein, et on va faire une petite discussion. Hein. Bon, cette discussion, on n'est pas toujours obligé de la faire, mais on va la faire quand même. Donc, deux situations, finalement. On pourrait prendre C négatif. Alors, on va voir que ce n'est pas ça qu'on prend. Hein, si on prend C négatif, on pourrait poser, donc C est égal à moins K carré. Et donc, on aurait phi seconde de x moins K carré phi de x est égal à 0. Donc, comme on vient de le voir, ça se résout avec des CHSH ou des exponentielles réelles. Ça voudrait dire que phi de x s'écrit A CH, par exemple. Dans les puits, on choisit plutôt les CHSH. Et pour les milieux infinis, les états de diffusion, on choisit plutôt les exponentielles réelles. Donc, on peut appliquer donc phi de 0 égale 0. Donc, ça implique que A égale 0, hein, puisque le CH vaut 1, le SH vaut 0. Donc, on a déjà ce terme-là qui est nul. Et puis, phi de A est égal à 0. Donc, implique donc que B SH de KA est égal à 0. Comme A n'est pas nul, ce n'est pas SH de K qui est nul, donc ça veut dire que B est nul. Autrement dit, la fonction est uniformément nulle. Donc un niveau d'énergie négatif, parce que dire que la constante est négative, ça revient à dire que l'énergie est négative. Donc on voit qu'une énergie négative ne peut pas être solution de cette équation. Donc voilà, directement, on aurait pu dire qu'on va prendre un C positif. Donc C, on va le poser égal à petit k carré. Donc on aura phi seconde de x plus petit k carré phi de x est égal à 0. Et donc voilà, on a des états liés. Hein, x n'est pas libre de partir à plus ou moins l'infini. Donc on va prendre directement des solutions sinusoïdales. Et on peut les prendre exceptionnellement réelles. Hein, j'ai lourdement insisté sur le fait que généralement la fonction d'onde elle est complexe par nature pour pouvoir appliquer le principe de superposition. Mais parfois, en tout cas ici la partie spatiale, parce qu'elle sera quand même au bilan complexe, hein, il y a toujours l'exponentielle complexe ici. Mais voilà, bon, de toute façon pour l'instant A et B sont des constantes complexes. Si elles sont réelles, tant mieux. Hein, voilà. Donc, on va appliquer les conditions limites. C'est exactement comme la corde de Meld. Phi de 0 égale 0, donc égale A, cosinus vaut 1, sinus vaut 0. Phi de A vaut 0, donc ça fait B, sinus KA, donc ça nous fait du KA. Faites toujours un petit cercle trigo, il n'y a pas de honte. Donc KA est égal à NPi. Vous retrouvez très exactement les résultats de la corde de Meld. Alors K, bah, c'est aussi 2pi sur lambda de Broglie, la longueur d'onde de de Broglie de la particule. Et regardez le résultat qui résume tout de la même manière qu'on avait vu comment tuer, comment retrouver tous les modes propres de la corde de Meld extrêmement rapidement. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il suffit de dire? Que sur toute la longueur, comme la fonction doit s'annuler au debout, elle est sinusoïdale, donc la longueur doit être un multiple entier de la demi-longueur d'onde. Et ça sort ici du calcul. Vous voyez, si vous parachutez ce résultat, eh bien vous avez, entre guillemets, directement j'allais dire les modes propres, les états stationnaires. Donc on aura A égale à n lambda sur 2, sauf qu'il faut prendre une longueur d'onde de de Broglie si la particule en particulier a une certaine masse. Voilà. Bon. Alors, on va pouvoir réécrire donc, les états stationnaires. Donc finalement, ça va s'écrire B sinus npi x sur A. Alors on se rappelle l'allure des modes propres, hein, vous savez les dessiner. Donc, alors ça là, il y a beaucoup de physique évidemment, parce qu'on va trouver les probabilités de présence de la particule dans le puits. Donc, entre 0 et A, si vous faites n égale 1, donc vous avez une arche de sinusoïde. Je précise qu'ici, il n'y a pas de tangente horizontale, hein, vous voyez. Donc ça, c'est phi 1 de x. Donc ça veut dire quoi, physiquement parlant? Ça veut dire que la particule
elle a une probabilité plus grande d'être au centre, ici, du puits. Alors, on va le voir avec la densité de probabilité. Comment remonter à la densité de probabilité? Qu'est-ce que c'est qu'un état stationnaire? Pourquoi on appelle un état comme ça un état stationnaire? On l'a vu avec l'interprétation en termes de densité de probabilité de présence. La probabilité linéique, la densité de probabilité linéique, c'est le module carré de psi. Et donc, il n'y a que la partie spatiale ici qui va intervenir. En fait, ça va faire psi 1 carré puisqu'il est réel. Hein? Alors, attention quand vous élevez au carré, pour avoir la densité de probabilité. Des fois, on vous demande de représenter la fonction d'onde, mais aussi la densité de probabilité. Il ne faut pas confondre les deux. Il y a une petite nuance entre les deux. Regardez si vous élevez ça au carré. Donc ça va faire b carré, sinus carré, n pi x sur a. Alors quand il y a le carré, regardez, en fait, faut bien dessiner les tangentes horizontales ici. Vous voyez, parce que le sinus carré, en fait, si on le prolongeait par continuité, vous voyez. Donc faites pas des points anguleux là, mais faites bien des tangentes horizontale. Donc c'est cette fonction-là qui a une signification physique importante, puisque la particule, dans son état fondamental, elle est où? Elle est principalement au centre. C'est là que la probabilité est la plus importante. On va également calculer b carré. Est-ce que quelqu'un a une idée comment on pourrait calculer b, la constante? Oui? La condition de normalisation. Voilà, ouais, c'est ça, la condition de normalisation. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Donc on va écrire que la somme des probabilités de présence dans tout le domaine dans lequel la particule peut être est égale à 1. Ça on ne peut pas toujours l'écrire. Hein. On a vu que voilà, il y a parfois des fonctions d'onde dites de carré sommable. Celle-là, elle l'est, et d'autres, non. Hein, mais celle-là, elle est pour les états liés, c'est très souvent le cas. Donc, ça va faire l'intégrale de 0 à a de b carré sinus carré n pi x sur a dx égale à 1. Alors, on linéarise le sinus carré. Donc, ça va faire intégrale de 0 à a de 1 moins cosinus donc, de l'arc double sur 2 dx. Bon, je n'ai pas forcément envie d'écrire toute la primitive. Soyons un petit peu perspicaces. Regardez, cette fonction-là, elle est périodique de quelle période? 2 n pi x sur a. Comment est-ce que vous savez reconnaître directement une période comme ça sur un cosinus? 2 pi x sur sa période spatiale, puisque quand vous ferez varier x d'un multiple entier de, vous voyez, comme 2 pi x sur lambda, vous voyez, donc elle est de période a sur n. Mais si vous l'intégrez de 0 à a, vous l'intégrez sur un nombre entier de sa période, c'est-à-dire n fois sa période, puisque sa période c'est a sur n. Donc directement, que va faire cette intégrale? C'est même pas la peine d'écrire la primitive, qui va être en sinus, ça va faire 0. Donc la seule intégrale va venir du 1/2. Et donc ça fait a sur 2. Et j'ai oublié le b carré égale 1. Et donc on a b est égal à racine de 2 sur a. Et vous voyez que c'est vrai, quel que soit n, ça ne dépend pas de n, la valeur de cette constante. Hein, et donc on a les fonctions d'onde complètement. On peut remplacer b par donc, racine de 2 sur a sinus n pi x sur a. Voilà, alors l'étude du puits infini, c'est vraiment, voilà, il faut vraiment maîtriser ça parfaitement. Et maintenant, on va exploiter physiquement tous ces résultats-là. En particulier, on va voir ensemble les niveaux d'énergie de la particule et les niveaux d'énergie du puits infini. Oui, donc, j'ai représenté l'état stationnaire pour n égale 1. On pourrait s'amuser quand même à en représenter 2-3 autres. Donc, n égale 2. Donc, on a A. Donc là, l'état stationnaire, voilà, c'est... on représente la partie spatiale, hein, la fonction phi2 de x. Donc, entre 0 et A, elle est comme ça. Donc là, la partie spatiale, elle peut être négative. Par contre, quand vous allez élever au carré, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, les points anguleux aux extrémités vont devenir des tangentes horizontales. Hein, vous avez toujours des tangentes, voilà, chameau à 2 bosses. Chameau, c'est 2 bosses? Oui. Chameau, oui.
Voilà. Donc phi carré, donc ça c'est le module carré, c'est la densité de probabilité de présence. Voilà, donc, alors vous voyez la différence de comportement entre l'état fondamental et l'état n égale 2. Hein, là, elle est principalement autour de A sur 4 et de 3A sur 4, la particule. On s'amuse à faire n égale 3. Bon, je pense que vous avez compris. Alors, très souvent, on vous demande de représenter ces fonctions. Hein, c'est tout bête. Mais voilà, il faut bien le maîtriser. Donc, on sépare la longueur en 3. Allez, j'ai envie de mettre sur le même, mais je vais mettre un peu de couleur. Donc ça, en blanc, c'est phi3 de x. Et donc en rouge, on va mettre la densité de probabilité de présence. Donc avec des tangentes horizontales. Voilà, c'est le chameau à 3 bosses. C'est bon? Donc psi3 carré de x. Donc là, vous voyez la particule. Alors ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va le faire pour le puits fini. On va apprendre à mélanger les états stationnaires. C'est-à-dire voir ce qui se passe quand la particule est une superposition de plusieurs états stationnaires. Et là, on verra osciller la densité de probabilité. J'ai des simulations à vous montrer par rapport à ça. Ça va être assez joli. Mais bon, comme on a vu, ce qui caractérise un état stationnaire, c'est que sa densité de probabilité ne dépend pas du temps. C'est pour ça qu'on l'appelle stationnaire. Donc voilà, ces densités de probabilité, elles restent indépendantes du temps. La fonction onde, elle dépend du temps, hein, au travers de l'exponentielle moins IET sur h bar, mais pas la densité de probabilité. Alors maintenant, les niveaux d'énergie, très important. Niveau d'énergie du puits infini. Ils sont quantifiés. Alors pourquoi sont-ils quantifiés? Comment on peut les trouver? D'abord, définissons l'énergie. Donc l'énergie, c'est un peu comme en mécanique classique, ça. C'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, c'est-à-dire le potentiel. Mais comme le potentiel est choisi nul entre 0 et A, en fait, c'est que l'énergie cinétique. Et quand on écrit l'énergie cinétique, on l'écrit souvent avec la quantité de mouvement parce qu'on va utiliser la relation de De Broglie. Donc on le note plutôt que 1/2 de mv carré, on le note p carré sur 2m. Et P, donc, c'est H bar K, donc H bar 2, K2 sur 2m. Or, on a vu que K, c'était N pi sur A. Donc, on remplace H bar 2, N carré, pi carré. Voilà les niveaux d'énergie du puits infini. On peut les écrire avec H bar. H bar, c'est H sur 2pi, hein, la constante de Planck. Donc on peut aussi éventuellement, je vais mettre un petit indice n, hein, puisque n est entier. Donc on peut aussi les écrire. Vous n'allez pas apprendre cette formule par cœur. Hein. Mais par contre, voilà, il faut être capable de les retrouver assez rapidement. Alors regardez, même si vous n'avez pas fait tous les calculs, comment retrouver très rapidement les niveaux d'énergie du puits infini? On ne sait jamais, ça peut vous servir à l'oral, même à l'écrit. Si vous n'avez pas résolu toute l'équation de Schrödinger, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment vous pouvez retrouver très facilement ces niveaux-là? Vous partez de la définition des niveaux d'énergie et, alors, K, vous le remplacez par 2pi sur lambda et vous avez la relation comme avec la corde de Meld, A est égal à N lambda sur 2. Vous savez que vous devez caser un nombre entier de demi-longueurs d'onde dans A. Donc vous voyez qu'avec cette relation-là, par analogie avec la physique classique, eh bien, ça va marcher. Et il manque ici pi carré, qui va se simplifier. Et donc, ça fait N2H2 sur 8 MA carré. Voilà. Alors, il y a deux remarques très importantes. Vous avez vu tout à l'heure dans la simulation les effets importants. Alors maintenant, la physique arrive. Hein. Il faut bien voir l'interprétation physique. Quelle est l'influence? Alors, tout d'abord, peut-être, le fait que ça varie en n carré. Donc, ça veut dire que les niveaux ne sont pas équidistants dans le puits. Vous avez n égale 1, le fondamental. On va insister sur le fait qu'il n'est pas nul. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est jamais au fond du trou. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours n égale 1.
on a toujours de l'énergie, on bouge encore, hein, n égale 1. N égale 2, donc ce sera 4 fois plus, vous voyez, puisque n égale 2, ça varie en n carré. Bon, après, n égale 3, ce sera 9 fois plus, hein, donc je ne peux pas voilà, représenter trop ça, mais ça s'écarte de plus en plus. Voilà. Alors, ils ne sont pas équidistants, première remarque. Deuxième remarque, ils varient comme l'inverse de la masse. Alors ceci c'est très important parce que il faut qu'à chaque fois quand vous faites de la physique quantique, vous retrouviez les résultats de la mécanique classique comme un cas limite de la physique quantique. Et là, vous voyez que, évidemment, quand on travaille pour des objets qui ont une petite masse, c'est ce qu'on voyait sur la simulation, plus la masse est petite, plus le niveau n égale 1, le fondamental, est élevé. Et au contraire, plus la masse est grande pour des objets macroscopiques, et bien là on est un peu au fond du trou quand même, parce que quand la masse est grande, vous voyez, le niveau fondamental, il est pratiquement égal à 0. Autre effet, c'est l'effet de confinement. Le niveau d'énergie est inversement proportionnel à A au carré. On peut retenir qu'il décroît quand A augmente et qu'il augmente quand A diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, ça c'est caractéristique de la mécanique quantique. Plus la taille caractéristique, s'il s'agit d'électrons dans des semi-conducteurs ou là sur une chaîne carbonée d'une molécule, vous voyez que A va être de la taille atomique. Donc ça veut dire que vous avez confiné la particule dans un espace qui est très petit, auquel cas les niveaux d'énergie augmentent. Au contraire, quand vous êtes avec des tailles macroscopiques, eh bien, vous voyez que pratiquement, du coup, quand A est très grand, eh bien, le niveau diminue et donc là, vous êtes aussi pratiquement en mécanique classique. Le fondamental, c'est 0, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison. Tous les niveaux en mécanique classique sont accessibles de façon continue, il n'y a pas de quantification. Donc, vous voyez ça. Donc voilà la physique contenue dans l'expression de ces niveaux d'énergie. Donc ça, ce sont des remarques qualitatives, mais qui sont vraiment importantes. Donc vous retenez surtout, les niveaux sont quantifiés, hein, donc ils peuvent prendre que des valeurs discrètes, et ça, c'est typique de la mécanique quantique. Alors très souvent, ce qu'on fait au niveau de la représentation, vous verrez beaucoup ça, on représente le puits, et puis on met, si vous voulez, les fonctions d'onde, on les met comme ça, avec comme origine la valeur de leur niveau d'énergie. Hein, donc si vous rencontrez ces représentations-là, voilà ce que ça veut dire. Donc là, par exemple, la fonction d'onde, je les ai mis en blanc, fonction d'onde en blanc, densité de probabilité en rouge, vous voyez. Voilà, ça c'est très classique comme mode de représentation. Comme ça permet de bien voir chaque niveau, la fonction d'onde, et quand on peut la représenter, parce que en fait, c'est la partie réelle. Quand je dis la fonction d'onde, c'est en fait la partie spatiale, hein, de la fonction d'onde. Parce que la fonction d'onde, elle oscille. Hein. Voilà. Alors, dernière petite remarque sur le puits infini, qui est importante quand même, c'est qu'on peut retrouver un ordre de grandeur. On peut vous demander ça également, et c'est intéressant. Un ordre de grandeur de l'énergie du fondamental. Le fondamental, c'est donc n égale 1, à partir de la relation d'indétermination de Heisenberg. Voilà le type de raisonnement également que vous pouvez être amené à faire. Alors, je vous rappelle la signification physique de la relation d'indétermination de Heisenberg. C'est qu'en fait, le concept classique de position et de quantité de mouvement ne s'applique à une particule quantique, enfin, ne s'applique pas à une particule quantique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une indétermination sur la position et la quantité de mouvement, et le produit des deux est de l'ordre de grandeur de la constante de Planck. Et ça introduit des limitations quand on est avec des petites dimensions, vu la valeur de H, hein, 6,62, 10 moins 34 joules seconde, c'est très petit. Pour des objets macroscopiques, ça ne joue aucun rôle, mais pour des objets microscopiques, ça joue un rôle important. Alors regardez comment, et c'est pas mal, on peut retrouver un ordre de grandeur de ce niveau-là
en raisonnant sur la relation d'incertitude de Heisenberg. Ça, ce sont aussi des petits raisonnements très fréquents que vous devez savoir faire. Donc, on va dire que puisque la particule est confinée entre 0 et A, delta x est de l'ordre de A. Et on va dire que, vu qu'en moyenne, j'allais dire, elle ne bouge pas dans le puits, elle reste, elle aussi, elle va ni vers la droite ni vers la gauche, la quantité de mouvement, on va l'assimiler à l'indétermination sur delta P. Et donc, simplement par cette petite constatation, ça va nous donner donc un ordre de grandeur de la quantité de mouvement. Et donc, en reportant ça dans l'expression de l'énergie, qui est que l'énergie cinétique, eh bien, on va retrouver, alors ne vous attendez pas à trouver le facteur numérique exact du calcul. Vous voyez que là, bon, on n'a pas l'entier, on n'a pas la quantification, mais c'est juste l'ordre de grandeur du fondamental. Donc la valeur qu'on a calculée, c'était h carré sur 8ma carré. Donc vous voyez, bon, ici j'ai pris ça égal à h. On pourrait prendre h bar sur 2 ou h bar, ou, enfin voilà, c'est du même ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur de la constante de Planck. Et non, il n'y a pas de 4 là. C'est un 2. Voilà, c'est un 2 au lieu d'un 8. Et bon, bah voilà, ça vous donne l'ordre de grandeur à très peu de frais. Je sais la question que tu as posée, Maximilien, ici, c'est ça. Oui, c'est ce point-là qui est un petit peu difficile. C'est pourquoi on va assimiler la quantité de mouvement à l'indétermination. Alors j'ai essayé de vous le justifier en disant que quand on regarde les fonctions d'onde, bon, bah, finalement la particule dans le puits quantique, globalement, elle va rester dans ce puits. Donc elle n'a pas un grand déplacement ni vers la droite ni vers la gauche. Il y a une valeur entre guillemets instantanée, si on prend le concept classique de sa quantité de mouvement, que l'on va pouvoir assimiler à son indétermination. Pourquoi? Parce qu'en fait, la valeur moyenne, c'est 0, si tu veux. Comme la valeur moyenne, c'est 0, donc du coup, l'indétermination sur la quantité de mouvement, c'est la quantité de mouvement elle-même. Je ne peux pas te le justifier mieux que ça, je n'ai pas trop d'explications plus convaincantes. Mais c'est vrai que ça, quand on ne l'a jamais vu, on n'ose pas forcément faire ça. Mais c'est parce qu'en moyenne, la particule n'allant ni vers la droite ni vers la gauche, son incertitude, c'est sa valeur instantanée, entre guillemets. Si on prend une image classique. Voilà, je n'ai pas trouvé mieux comme explication. Oui. Moi, je pensais que l'énergie fondamentale a été utilisée de Heisenberg, on s'en servait pour l'état n égale 0, pour montrer que finalement il n'est pas nul. Oui, on s'en sert pour montrer que l'inégalité de Heisenberg, on s'en sert pour montrer que la particule étant confinée entre 0 et A, elle possède donc inévitablement une certaine quantité de mouvement, et que donc son niveau fondamental d'énergie, ça revient au même que ce que j'ai fait là, je ne l'ai pas exprimé comme ça, mais effectivement, c'est le confinement de la particule qui entraîne donc le fait qu'elle a une certaine quantité de mouvement, qu'on ne peut pas dire que la quantité de mouvement est nulle, parce que comme on a limité x, alors P n'est pas nul, et donc du coup, ça entraîne le fait qu'elle a une certaine énergie, et donc le fait que le niveau d'énergie le plus bas n'est pas n égale 0. Tu peux le dire comme ça aussi. C'est pas l'état n égale 0 qui au final... Mais il n'y a pas d'état n égale 0, Augustin, parce que si tu fais n égale 0 dans les fonctions d'onde qu'on a déterminées tout à l'heure, la fonction, elle est uniformément nulle, puisque tu fais ton sinus, il est nul partout. Donc n égale 0 n'est jamais, entre guillemets, une solution pertinente. Mais par contre, c'est vrai que ce raisonnement-là permet d'expliquer pourquoi le fait de confiner la particule entraîne le fait que son niveau fondamental d'énergie n'est pas 0. Ça, c'est vrai. Voilà, on peut le voir comme ça, c'est une très bonne façon de le voir. Ça va pour tout le monde ?